Dans les terres rouges et profondes de l'Afrique de l'Ouest, il existe un village oublié du temps. Un village que l'on évoque qu'à voix basse, la nuit tombée. Ce village, c'est Dandola. Là-bas, chaque pierre a une mémoire. Chaque arbre chuchote des secrets. Et dans l'ombre des traditions, sommeille une malédiction ancienne. Une malédiction que personne n'ose briser. Dans ce village aux apparences paisibles, une famille puissante règne sur les terres, les esprits et les silences. Mais derrière les murs du grand domaine des Koné, se cache une vérité enfouie depuis des décennies. Lorsque le patriarche meurt subitement, un testament bouleversa les équilibres, les masques tombent, et les secrets jaillissent comme des flammes dans la nuit. Il y a des matins où l'air change. Où même les arbres semblent retenir leur souffle. Ce matin-là, le soleil ne s'était pas encore levé sur Dandalo lorsque la rumeur parcourut les ruelles sablonneuses. Sékou Koné, le patriarche, était mort dans son sommeil. Dandalo ne s'est pas réveillé comme les autres jours. Sékou Koné, le chef de clan, chef d'une riche famille d'agriculteurs, homme respecté, parfois craint, il était aussi le gardien des traditions, le détenteur d'un immense domaine et père de 3 enfants, a été retrouvé sans vie dans sa case. Mort dans son sommeil, disent certains, foudroyé par les esprits, murmuraient d'autres. Sékou n'était pas un homme ordinaire. À la fois craint et vénéré, il incarnait l'autorité, la tradition et le pouvoir. Il avait fait fructifier les terres familiales et s'était assuré que le nom des Koné soit prononcé avec respect dans tout le district. Les femmes se voilèrent de blanc, les tambours retentirent dès l'aube, et les anciens se réunirent sous le grand fromager pour annoncer la nouvelle au village tout entier. Le griot principal, en tunique rouge, frappa le sol avec son bâton et s'exprime devant un cercle silencieux. Le baobab est tombé. L'éléphant s'est couché. Que les enfants du grand Sékou viennent entendre les paroles du vent. La nouvelle se répandit dans tout le village, des messagers furent envoyés pour prévenir toute la famille du vieux Sékou. Le lendemain, une femme de la quarantaine, élégante, déterminée, descend d'un taxi-brousse, valise à la main, le regard tendu. C'est Binta, l'aînée. Celle qui avait quitté la brousse pour l'école, devenue maîtresse d'école et gardienne de la dignité de leur nom. Binta, une femme droite et fière, accourue de la capitale, où elle était devenue institutrice. Puis arrive Idriss, accompagné de son épouse et ses grands airs de futur chef. Idriss, un homme ambitieux, bien habillé, lunettes sombres, il embrasse brièvement les anciens mais regarde la grande maison avec avidité. Il est le cadet fougueux, déjà persuadé que l'héritage lui reviendrait de droit. Il voulait plus que des terres, il voulait un empire, et plus tard dans la journée Amadou arrive discrètement, dans un coin. Le visage fatigué. Personne ne le remarque vraiment. Il s'incline devant le griot sans parler. Amadou, le silencieux, le discret, celui que l'on oubliait parfois, arriva en dernier, le visage fermé, les yeux rougis. Celui que le vent semblait toujours pousser loin des autres. Mais parfois, ce sont les plus discrets qui écoutent le plus. Dans la grande salle familiale, les femmes dansent en cercle, les hommes versent des libations. Le corps du vieux Sékou repose sur une natte sacrée, parée de colliers et de son sabre ancestral. Pendant 3 jours, on honora l'ancêtre. On invoqua les esprits pour qu'ils le reçoivent avec faste. Mais le village ne savait pas que le mort avait laissé une graine de discorde derrière lui. Des rumeurs se murmurent et se répandent dans l'ombre des cases. On dit qu'il a appelé le notaire, juste 3 jours avant de mourir. Il aurait changé son testament. La nouvelle se répandit comme la braise dans les herbes sèches. Pourquoi Sékou aurait-il modifié son testament? Et surtout, en faveur de qui? Dans la cour familiale des Koné, Binta prie doucement, Idriss jette des regards de défi à son frère et à sa sœur, Amadou fixe le feu, lointain. La paix des Koné était désormais fragile. Et bientôt, elle volerait en éclats. Les funérailles furent à la hauteur du nom des Koné. 3 jours de veillée, de chants traditionnels, de libations aux ancêtres. On enterra Sékou avec ses attributs de chef, ses colliers en ivoire, et son sabre de cérémonie. Mais alors que l'encens de deuil flottait encore dans les airs, une rumeur continuait à s'élever, portée par les murmures des vieilles femmes et les confidences des jeunes griots. Sékou aurait changé son testament. Peu avant sa mort. Dans les regards de ses enfants, l'inquiétude commença vraiment à prendre racine. Idriss, sûr de son ascension, souriait avec arrogance. Amadou observait l'horizon, comme s'il pressentait que l'équilibre fragile de leur famille allait bientôt s'effondrer. Quelques jours après l'enterrement, la famille Koné fut convoquée dans la grande case du conseil. Le notaire du village, maître Diabaté, un homme sec et méticuleux, arriva avec une mallette en cuir usé et un air grave. Maître Diabaté ouvra son carnet avant de commencer. Je vous demanderai de garder le silence jusqu'à la fin de la lecture. Ce que vous allez entendre pourrait changer votre vision de votre père et de vous-même.
Un frisson parcourut l'assemblée. Idriss croisa les bras, confiant. Binta se redressa. Amadou garda les yeux baissés. Maître Diabaté lut d'abord une lettre manuscrite de Sékou qui disait « Si mes enfants m'écoutent aujourd'hui, c'est que je suis parti. Mais avant de rejoindre les ancêtres, j'ai voulu réparer une erreur. Une injustice. L'héritage des Koné ne peut être transmis sans vérité. » Binta murmura « Une injustice. Qu'est-ce qu'il veut dire ?» Maître Diabaté poursuivit. « Je lègue la moitié de mes terres à mon fils, Amadou, et l'autre moitié à Binta, ma fille aînée. Idriss, mon cadet, n'héritera pas de terre, mais recevra les biens mobiliers et la maison familiale. C'est ainsi que doit être rétabli l'équilibre. » Un silence de plomb s'abattit dans la case. Idriss se leva brutalement. « Quoi ? Ce n'est pas possible. Mon père m'avait promis. C'est moi qui l'ai toujours accompagné dans les champs. Moi qui ai protégé la famille. » Maître Diabaté lui répondit fermement. Ce testament a été signé de sa main, enregistré, et scellé devant des témoins. Binta, calme, mais surprise, elle demanda « Pourquoi nous deux, et pas Idriss ? Quel secret cache-t-il » Amadou lui répondit d'une voix sourde. Peut-être parce qu'il savait que certaines choses ne pouvaient plus rester enterrées. À ce moment-là, la tante Fatoumata, vieille sœur de Sékou, qui écoutait tout en silence, murmura. « Il est temps que la vérité éclate. Vous n'êtes pas 3 enfants. Il y en a eu un autre. Un, avant Idriss. » Tous se retournèrent vers elle, stupéfaits. Un enfant que votre père a renié. Un enfant né d'un amour interdit. Un enfant qui pourrait bien encore être en vie, ajouta tante Fatoumata, les yeux humides. Le choc fut total. Les certitudes s'effondrèrent. Idriss, fulminant, cria en se levant. Non, ce n'est qu'une folle histoire. Il n'y a jamais eu d'autre enfant. Binta, incrédule, se tourna vers sa tante. Tata, tu dois nous dire la vérité. Maintenant. Amadou, lui, resta silencieux. Mais son regard croisa celui de tante Fatoumata, et dans ce regard, il y avait une lueur qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Dans les jours qui suivirent, la tension monta entre les membres de la famille. Binta et Amadou décidèrent de partir à la recherche de la vérité. Accompagnés de tante Fatoumata, ils se rendirent dans un village voisin, Sirakoro, où Sékou aurait eu autrefois une liaison secrète avec une femme nommée Nanyuma. Là-bas, ils rencontrèrent une vieille femme qui les mena jusqu'à une tombe oubliée, puis jusqu'à un vieil homme, Yéli, ancien ami de Sékou. Yéli leur dit d'une voix tremblante. Oui, Sékou a aimé cette femme, plus que tout. Mais leur union était interdite. Les familles se sont opposées. Et lorsque l'enfant est né, Sékou a cédé à la pression. Il l'a renié. L'enfant s'appelait Moussa. Il a été élevé ici, dans la honte, dans le silence. Binta, émue, demanda au vieil homme, « Et maintenant ? Où est-il ? Est-il vivant ? » Il a quitté le village il y a 20 ans pour s'installer à la frontière de votre village. On dit qu'il est devenu commerçant à la frontière. Personne ne l'a revu. Mais certains pensent qu'il n'a jamais cessé de vous observer. Répondit Yéli. Amadou, soudainement inquiet, ajouta « Nous devons le retrouver. S'il est vivant, il a le droit de savoir. » Pendant ce temps, au village, Idriss, rongé par la colère, commençait à tout faire pour discréditer ses frères et sœurs. Il paie un marabout pour maudire leur terre, répand des rumeurs, et tente de soudoyer Maître Diabaté pour invalider le testament. Mais dans l'ombre, un homme mystérieux arrive à Dandalo. Un homme au regard sombre, à la voix grave. Il s'installe discrètement. Serait-il le fils renié ? Le vent chaud soufflait sur Dandalo, soulevant la poussière sur le chemin principal, lorsque Moussa franchit les limites du village. 20 années s'étaient écoulées depuis qu'il l'avait quitté, mais chaque pierre, chaque arbre semblait murmurer son nom. Vêtu d'un boubou sobre, le teint marqué par le soleil et les épreuves, Moussa avait le regard d'un homme qui en avait trop vu. Il ne dit mot. Il s'installa dans une vieille case abandonnée à l'écart, près du marigot, là où personne ne posait de questions. Les enfants l'observaient de loin, intrigués. Les femmes chuchotaient. Les anciens se taisaient. Au marché, certains jurèrent l'avoir reconnu. C'est lui. Le fils de Nanyuma. On dirait Sékou, en plus jeune. Regarde ses yeux. Pendant ce temps, Binta et Amadou revenaient de leur périple. Tante Fatoumata, affaiblie par le voyage, confirma en voyant Moussa de loin. Tante Fatoumata chuchota. C'est lui. Il a le regard de sa mère, et la fierté de Sékou. Mais le retour de Moussa n'était pas sans conséquences. Le village, partagé entre les traditions et la vérité, commençait à se diviser.
Certains réclamaient qu'il soit accueilli comme un Koné, d'autres voyaient en lui un intrus, une menace. Idriss, lui, entra dans une rage froide. Il convoqua les anciens sous le grand fromager. On ne peut pas accepter un fils illégitime comme héritier. Mon père a fait une erreur. Nos deux villages ne peuvent se mélanger et vous allez corriger cette erreur. Mais le vieux doyen, Khalilou, répondit calmement. Ce n'est pas à toi de dire qui est fils ou non. Le sang ne ment pas. Et si Sékou l'a reconnu dans son cœur, alors nous devons écouter son dernier message. Idriss, humilié, sortit en furie. Il décida alors d'aller plus loin pour éloigner Moussa du village. Une nuit, il envoya 2 hommes pour intimider Moussa, le forcer à quitter le village. Mais Moussa n'était pas un homme faible. Les 2 agresseurs revinrent couverts de bleu, balbutiant que l'homme du marigot n'était pas seul. Qu'il avait été protégé par des esprits. Était-ce une rumeur? Ou la vérité? En réalité, Moussa avait été élevé dans les rites. Sa mère, rejetée, avait trouvé refuge chez des initiés. Moussa connaissait les secrets des plantes, des invocations, des silences. Et il savait écouter les morts. Une nuit, il se rendit discrètement sur la tombe de Sékou. Il s'agenouilla, posa sa main sur la terre fraîche, ferma les yeux. Et murmura. « Tu m'as abandonné, mais je suis revenu. Je ne veux pas de tes terres. Je veux la vérité. Je veux que ton nom soit purifié. » Le lendemain, Moussa se présenta devant toute la famille Koné. Binta, Amadou, tante Fatoumata, et même maître Diabaté étaient lui aussi convoqués. Idriss, les bras croisés, l'attendait avec dédain. Moussa dit d'une voix calme, « Je ne suis pas venu réclamer un héritage. Ce qui m'a été volé ne se mesure pas en hectares. Mais je veux que justice soit faite. Devant les vivants. Et les ancêtres. » Un long silence suivit. Binta lui dit d'une voix émue, « Tu es notre frère. Rien ne changera cela. Si notre père a fauté, c'est à nous de réparer. » Amadou ajouta avec une voix posée, « Tu es chez toi ici. Et nous avons besoin de toi. Le passé ne peut plus nous diviser. » Mais Idriss se leva brusquement, « Jamais. Jamais je ne reconnaîtrai cet imposteur. Il ne fait pas partie de cette famille. Il est né d'une relation interdite par nos cultures. » Et c'est là que maître Diabaté intervint, posant un autre document sur la table. Voici un codicille signé en secret par Sékou, quelques jours avant sa mort. Il confirme l'existence de Moussa, et lui lègue un tiers du domaine. Les visages se figèrent. Même Idriss vacilla. Le testament était authentique. L'acte fut scellé. Le village tout entier fut convoqué pour une cérémonie de purification, où Moussa fut officiellement présenté comme le fils de Sékou. Les anciens versèrent du mil sur la terre, les femmes chantèrent des chants d'acceptation. Le village de Dandalo était en effervescence. Moussa, désormais reconnu comme un héritier légitime, était partout. Ses pas sur les terres des Koné étaient ceux d'un homme qui savait qu'il portait un lourd fardeau, mais aussi un héritage de vérité. L'accueil des anciens et des femmes, les rires des enfants qui le saluaient, et les murmures des villageois témoignaient d'un changement profond, d'un nouvel équilibre qui semblait se dessiner. Mais dans l'ombre, Idriss n'avait pas dit son dernier mot. Rongé par la colère, par l'humiliation de ne pas avoir hérité des terres de son père, il planifiait sa revanche. Ses yeux étaient de plus en plus noirs, son esprit de plus en plus tordu. Il était prêt à tout pour reprendre ce qu'il croyait lui revenir de droit. Ses manœuvres devenaient de plus en plus sournoises. Idriss chuchotait à ses partisans, « Moussa ne mérite rien. Il a été fabriqué de toutes pièces. Il n'a jamais été le fils de notre père. Je ferai en sorte que ce testament soit annulé. Vous allez voir. » Après avoir secrètement payé un marabout de renom, il décida d'organiser une cérémonie vaudou dans la forêt, dans le but de semer la discorde et de déstabiliser la famille Koné. Son intention était de faire douter les villageois sur la légitimité de Moussa. Mais dans sa quête de pouvoir, il négligea un détail crucial, l'interdiction de manipuler les ancêtres pour des raisons personnelles. La cérémonie nocturne se déroula en silence, à l'écart des regards. Mais le destin, souvent imprévisible, en décida autrement. Alors qu'Idriss prononçait les incantations, une étrange lueur traversa la forêt, un cri perça la nuit, et l'air se figea dans une lourde atmosphère. La terre trembla sous ses pieds, les flammes de son feu vacillèrent. Un frisson glacé parcourut son échine. Idriss murmura pour lui-même. « C'est quoi ce bruit ?» Les esprits des ancêtres, qui avaient observé en silence les événements, se firent entendre. Mais ce n'était pas la simple colère d'un marabout. C'était la colère des ancêtres des Koné, une colère sacrée et ancienne, qui se manifesta avec une violence inouïe. La nuit fut longue pour Idriss. À l'aube, il se réveilla dans un état de confusion totale.
La cérémonie avait échoué. En plus de cela, des événements étranges se produisirent autour de lui. Les animaux du village se comportaient de façon étrange, des signes visibles apparaissaient sur les arbres sacrés. Mais ce n'était que le début de sa malédiction. Le lendemain matin, le village se réveilla avec une nouvelle sensation d'inquiétude. Le vent portait des bruits de malheur, et tout sembla prendre une tournure étrange, comme si une menace invisible planait au-dessus de Dandalo. Les habitants ressentaient une ombre pesante. Binta s'adressa à Amadou, « Quelque chose ne va pas. Les ancêtres sont fâchés. Tu ne sens pas cette lourdeur dans l'air ?» Amadou lui répondit d'un ton sérieux, « Je le sens aussi. Mais ce n'est pas à nous de juger ce qui se passe. Nous devons respecter le chemin des ancêtres. » Pendant ce temps, Moussa, lui, continuait d'accepter son rôle avec une grande dignité. Il savait que le chemin qui l'attendait serait semé d'embûches, mais il n'avait pas peur. Il avait retrouvé sa place, sa famille, et surtout sa vérité. Cependant, il ignorait encore ce qui se tramait derrière les rideaux de la famille Koné. Un matin, alors qu'il se rendait sur les terres familiales, un vieil homme, un sage du village voisin, vint le trouver. Le vieil homme lui dit, « Moussa, je viens te prévenir. Idriss a fait un pacte avec les forces obscures. Tu dois te préparer. Les ancêtres veulent voir la vérité triompher, mais il te faudra de la force et de la sagesse pour éviter les pièges qui l'attendent. » Moussa lui répondit froidement, « Je ne cherche pas à faire la guerre. Mais si les ancêtres m'ont choisi, c'est pour restaurer l'équilibre. Je n'ai pas peur de la vérité. » Ce soir-là, une assemblée fut convoquée dans le village. Les anciens étaient présents, les villageois s'étaient rassemblés autour du feu, comme à l'époque de la Grande Réconciliation. Mais ce qui allait se passer ce soir-là allait marquer un tournant dans cette saga familiale. Idriss, les yeux cernés, la peau tendue par la colère et la fatigue, se présenta devant les anciens, accompagné de ses partisans. Mais à l'instant où il posa un pied dans le cercle sacré, un cri perça la nuit. Un cri perçu comme un avertissement. Moussa, calme, mais avec une énergie nouvelle lui dit, « Idriss, il est temps d'affronter ce que tu as fait. Les ancêtres nous regardent. » Le silence qui suivit fut lourd, presque insupportable. Idriss, tremblant de rage et de peur, se tenait là, face à son frère qu'il avait tenté de détruire, face à la vérité qui remontait à la surface. Et alors, dans un éclat de lumière mystique, l'esprit de Sékou Koné apparut devant eux tous. Les flammes du feu vacillèrent, et les anciens se levèrent, les bras levés, comme pour accueillir cet esprit qui réclamait justice. L'esprit de Sékou Koné s'adresse à eux d'une voix forte. « Idriss, tu as trahi l'héritage de ta famille. Tu as répudié les lois des ancêtres, et tu as cherché à briser la vérité. Les épreuves sont la conséquence de tes actes. » À cet instant, un vent glacial souffla sur le cercle. Idriss, abattu, se mit à genoux, suppliant l'esprit de son père, « Pardonne-moi, père. Je ne savais pas. Je n'ai pas pu accepter ce que tu m'as laissé. » L'esprit de Sékou, calme et solennel, répondit, « Tu as voulu imposer la fausse héritage sur ma famille. La vérité n'a pas de prix. Si tu veux la rédemption, tu dois accepter Moussa comme ton frère et restaurer l'équilibre que tu as brisé. » À ce moment précis, la malédiction qui pesait sur Idriss fut levée. La famille Koné, unie sous l'œil des ancêtres, rétablit l'ordre et la paix. Le village de Dandalo, sous les premiers rayons du matin, semblait enfin se remettre de la tempête qui avait secoué ses fondations. Le vent portait la paix, les ancêtres avaient parlé, et l'harmonie semblait revenir lentement entre les membres de la famille Koné. Moussa, désormais accepté et respecté par tous, portait une sérénité nouvelle. Pourtant, l'équilibre fragile du village était encore menacé, car la victoire sur Idriss, bien que décisive, ne marquait pas la fin de la quête. Le cœur de Moussa était lourd. Il avait accepté sa place parmi les siens, mais l'épreuve qu'il venait de traverser le laissait avec des questions sans réponse. Pourquoi tant de haine au sein de sa propre famille? Pourquoi l'héritage devait-il passer par cette souffrance et cette guerre? Moussa, pensif, au bord du lac du village, seul se demandait, est-ce que la vérité vaut toujours le prix du sang? Les ancêtres nous ont réconciliés, mais qu'en est-il de la douleur que nous portons tous en nous? Binta, sentant la détresse intérieure de Moussa, se rendit près de lui. Depuis leur rencontre, elle avait perçu quelque chose de spécial chez lui, une profondeur qu'il cachait bien. Elle s'assit à ses côtés, silencieuse pendant un moment, avant de prendre la parole. « Moussa, les ancêtres ont parlé, et la paix est là, mais toi, tu n'as pas trouvé la paix. N'est-ce pas ?» Moussa soupira avant de lui répondre. « C'est ce que je me demande, Binta. J'ai toujours rêvé de cette paix, mais je réalise que, même après tout cela, il me reste encore des questions, des cicatrices, et une partie de moi qui doute encore. » Binta posa sa main sur son épaule, comme pour lui apporter un peu de réconfort,
mais elle savait que la route qu'il devait encore parcourir n'était pas une simple question de réconciliation. Elle lui dit, la réconciliation, oui, c'est ce que l'on veut, mais parfois, il faut aussi guérir ce qui est profondément blessé à l'intérieur de nous. Les ancêtres nous ont réconciliés, mais toi, Moussa, il te faut guérir toi-même. Ne laisse pas ce fardeau t'empêcher de vivre. Les jours passèrent, et le village, porté par cette nouvelle ère de paix, reprenait son rythme. Mais les signes de tension persistants étaient là, dans les murmures entre les villageois, dans les regards échangés lorsqu'on parlait d'Idriss. L'ombre de sa trahison ne s'effacerait pas facilement. Idriss, après avoir été humilié publiquement, avait quitté Dandalo. Il avait fui dans la forêt voisine, se réfugiant dans les montagnes. Mais il n'était pas en paix. Au contraire, son cœur était rongé par un désir de vengeance plus fort que jamais. Il sentait qu'il ne pouvait pas vivre dans l'ombre de la réconciliation, il devait revenir, restaurer son honneur et prendre ce qu'il croyait être son dû. Idriss, enrageant tout seul dans la forêt, « Ce n'est pas fini, Moussa. Tu n'as pas encore vu la fin de ma colère. Je reviendrai, et cette fois, ce sera toi qui paieras. » Cependant, ses efforts pour manipuler les esprits avaient échoué, et désormais, il savait que les ancêtres n'étaient plus de son côté. Pourtant, il n'abandonnait pas, car il savait que la guerre n'était jamais finie tant qu'il n'avait pas obtenu ce qu'il désirait. La terre, l'honneur et le pouvoir sur la famille Koné. La nuit tombée, une réunion secrète fut organisée dans la forêt entre Idriss et certains des anciens alliés du village voisin, qui n'étaient pas favorables à la réconciliation. Ceux-ci avaient toujours vu en Moussa un intrus, et pour eux, la famille Koné devait être remise à sa place. Un de ses alliés, un homme âgé, parla avec calme, « Moussa est un danger pour nous. Il n'est pas un Koné de sang, il a été fabriqué par des forces invisibles. Si tu veux récupérer ce qui t'appartient, il faudra faire un sacrifice. » Idriss répondit, « Je suis prêt à tout. Il faut briser ce fragile équilibre. Je reviendrai dans le village et je les forcerai à me rendre ce qui m'appartient. Mais cette fois, je serai plus sage. J'agirai dans l'ombre. » Le vent portait désormais un parfum de vengeance, un parfum de guerre qui s'approchait à grands pas. La tension s'accumulait dans l'air, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Moussa, assis dans la grande maison familiale, avec Binta et sa tante, dit « Je sens que quelque chose se prépare. Cette paix est fragile. Idriss ne renoncera pas aussi facilement à sa quête. » Tante Fatoumata hocha la tête avec gravité. « C'est vrai. L'âme d'Idriss est perdue, et il n'acceptera jamais cette réconciliation. Mais nous devons être prêts, Moussa. Les ancêtres nous ont donné une chance, mais la bataille pour l'avenir de notre famille n'est pas terminée. » À ce moment-là, la vision de l'esprit de Sékou Koné apparut à nouveau, tout aussi puissante et solennelle que la première fois. Les flammes du feu sacré vacillèrent, et l'âme du père de Moussa parla de nouveau. La famille Koné est plus forte que la haine, plus puissante que la vengeance. Mais il vous faudra faire face à la tempête qui s'annonce. Ne laissez pas le passé guider vos actions. Vous devez choisir la sagesse, l'unité, et non la vengeance. L'avenir est entre vos mains. Moussa, en entendant ces paroles, se sentit tiraillé. Il avait suivi les conseils des ancêtres et de son père, mais la douleur causée par la trahison de son frère était toujours vivace. Il savait qu'il devait prendre une décision cruciale, se laisser emporter par la vengeance et la haine d'Idriss, ou choisir la voie plus difficile de la réconciliation définitive. Il dit avec détermination, « Je ne veux plus de guerre, ni de souffrance. Idriss doit comprendre que la véritable victoire est celle qui se trouve dans la paix. Je vais l'affronter, mais je choisirai la voie de la sagesse. Il est temps que l'histoire de cette famille prenne un tournant. Les jours à venir seraient décisifs pour la famille Koné. La guerre ne faisait que commencer, mais l'espoir d'une réconciliation définitive flottait dans l'air, tout comme le désir de préserver l'héritage des ancêtres. Le village de Dandalo semblait, au premier abord, calme et paisible. Mais sous la surface, l'air était lourd de pressentiments. Moussa avait fait un choix. Il allait affronter Idriss, mais d'une manière qui ne ressemblerait pas à une guerre ouverte. Il voulait prouver que la réconciliation pouvait exister sans verser le sang, mais le prix de cette paix serait élevé. Moussa se rendit à la lisière du village, où il avait l'habitude de se rendre pour méditer et écouter les murmures des ancêtres. Là, sous un grand baobab, il attendait le moment où le destin le confronterait une fois de plus à Idriss. Binta arriva discrètement, se tenant près de Moussa. « Je sais ce que tu prévois, Moussa. Mais fais attention. Idriss est un homme brisé, et sa colère pourrait détruire tout ce que tu essaies de bâtir. Même la sagesse des ancêtres ne garantit pas la sécurité. » Moussa, les yeux fixés sur l'horizon, n'avait jamais été aussi déterminé. Le village attendait de lui une réponse. La famille attendait qu'il prenne des mesures.
Les vieux se demandaient si son choix de réconciliation était vraiment celui du courage ou de la faiblesse. Il lui répondit d'un ton calme mais ferme, « La guerre a trop duré. Je ne laisserai pas le poison de la vengeance détruire ce que nous avons. Si Idriss veut revenir, qu'il le fasse. Mais je vais lui montrer que ce qu'il cherche ne réside pas dans la violence. » Binta lui dit en le regardant intensément. « Si tu choisis ce chemin, sache que l'équilibre fragile de ton cœur, ainsi que celui du village, sera mis à l'épreuve. Mais je te soutiendrai, Moussa, comme toujours. » Binta savait qu'une confrontation avec Idriss ne se limiterait pas à un simple face-à-face. Cela représenterait bien plus. Une confrontation des âmes, une lutte pour déterminer quel héritage serait laissé aux générations futures. Dans la forêt, Idriss observait le village depuis une colline voisine. Il avait entendu les murmures, les rumeurs. Moussa, son frère, était devenu une figure de sagesse, mais Idriss était convaincu que cette apparente paix était fragile, qu'elle ne pouvait pas durer. La colère, il le savait, ne se dissipe jamais vraiment. Il se tourna vers ses alliés, des villageois qui avaient souffert sous le régime de Moussa et de son père, des hommes et des femmes assoiffés de revanche. Il se dit avec une lueur d'obscurité dans les yeux, Moussa croit qu'il peut tout résoudre par des paroles et des prières. Mais il se trompe. C'est à travers le sang et le feu que l'on forge une véritable paix. Je vais revenir, et cette fois, je ne serai pas seul. Ce village verra ma puissance. Il savait que la peur était l'outil le plus puissant qu'il pouvait utiliser pour manipuler les esprits des villageois. Le peuple de Dandalo, fatigué des années de luttes internes, ne verrait peut-être plus le danger qu'il représentait. Mais Idriss était prêt à tout pour restaurer son pouvoir, même si cela signifiait plonger tout le village dans le chaos. Pendant ce temps, Moussa rassemblait les sages et les anciens du village sous le baobab sacré. Il devait leur faire comprendre que la paix qu'il recherchait ne serait pas simplement une trêve, mais un chemin de réconciliation véritable. Moussa s'adressa aux anciens avec une voix assurée, « Nous avons souffert pendant trop longtemps. La guerre nous a pris nos hommes, nos femmes et nos enfants. Mais il est temps que cela cesse. Idriss, comme nous tous, doit être confronté à la vérité. La vérité que la violence engendre toujours plus de violence. Nous devons lui montrer qu'il n'est plus le bienvenu dans notre monde de paix. » Un des anciens soupira profondément avant de lui dire avec une voix marquée par l'âge et l'expérience, « Moussa, tu veux tout changer, mais tout n'est pas aussi simple. Idriss a une rage en lui que tu ne peux pas contenir avec des mots. Parfois, il faut savoir choisir entre faire face à l'ennemi et le fuir pour préserver ce qui reste. » Moussa réfléchit un instant, puis dit avec une détermination renouvelée, « Je vais l'affronter, oui. Mais pas avec la violence qui l'attend. Je vais lui montrer que le véritable pouvoir vient de l'unité, de la solidarité, et non de la division. Je suis prêt à payer le prix de cette paix. » Idriss, plongé dans sa colère et envie de vengeance, se rendit chez un féticheur respecté du village voisin, un homme aux yeux mystérieux et au visage marqué par le poids des âges. Après plusieurs heures de rituels et de prières, le féticheur lui révéla une vérité qui fit frémir Idriss jusqu'au plus profond de son âme. « Moussa, l'homme que tu as voulu détrôner, n'est pas ordinaire. Sa puissance dépasse ce que tu peux imaginer. Il est protégé par des forces que tu ne comprends pas. Si tu persistes, tu perdras bien plus que ta fierté. » Cette révélation fut un coup de tonnerre dans l'esprit d'Idriss. Il comprit alors que la confrontation ne serait pas qu'une bataille de volonté, mais un affrontement avec des puissances invisibles et irrésistibles. Subjugué par cette vérité, il commençait à perdre confiance en lui, mais sa colère envers Moussa et la détermination de ses alliés ne lui laissaient pas le choix. Il doit se battre pour son dû. Le lendemain, sous un ciel menaçant, Idriss se présenta aux portes du village. Il était accompagné de quelques hommes, des silhouettes sinistres armées de haches et de machettes. Leur arrivée fit surgir un frisson dans le dos des villageois, qui se rassemblèrent lentement pour observer. Moussa se tenait seul devant la foule, dans une posture calme, les bras ouverts. Il n'était plus le jeune homme timide qu'il avait été. Il était l'héritier d'un nom, d'une histoire et d'une mission sacrée. Le combat de ce jour-là ne serait pas physique. Ce serait un combat de volonté. Moussa s'adressa à Idriss avec une voix forte et claire. « Idriss, tu as cherché à détruire ce village, à détruire notre famille. Mais la guerre, comme tu le sais, ne nous offre jamais ce que nous désirons. Ce n'est pas la vengeance qui nous réconciliera. C'est le pardon. Aujourd'hui, je te donne la chance de revenir parmi nous, sans violence, sans guerre. » Idriss, furieux et frustré, avança, mais il s'arrêta en voyant la foule silencieuse derrière Moussa. Chaque regard posé sur lui semblait emplir l'air de poids, de jugement, de peur et d'espoir déçu. La tension était palpable. Les alliés d'Idriss murmuraient entre eux, incertains de la tournure que prenait l'événement. Idriss lui répond avec un rire nerveux. «
Tu crois vraiment que tout cela peut se résoudre ainsi, Moussa? Tu n'as rien compris. La réconciliation ne nous sauvera pas. Ce village doit me rendre ce qui m'appartient. Ce qui t'appartient, Idriss, n'est pas la terre ou le pouvoir. Ce qui te manque, c'est la paix intérieure. Et c'est ce que je veux t'offrir aujourd'hui. Lui répondit sérieusement Moussa. La confrontation était à son apogée, et le silence envahissait le village, lourd de conséquences. Le destin de Dandalo, de la famille Koné, et de l'avenir d'Idriss reposait désormais sur un choix, la guerre ou la réconciliation. Le village tout entier semblait suspendu à l'instant présent, à ce moment où le futur de Dandalo serait décidé. Les murmures de la foule se mêlaient aux brises chaudes de l'après-midi. Les arbres, témoins silencieux de l'histoire du village, semblaient eux aussi retenir leur souffle. Idriss regardait Moussa d'un air défiant, ses yeux brillaient de colère et d'orgueil. Il n'avait pas l'intention de céder. Il avait toujours été celui qui, par sa force, imposait son autorité. Il ne comprenait pas comment son frère pouvait se laisser influencer par des idéaux de paix. Il lui dit avec un sourire cynique, « Tu te crois sage, Moussa, mais tu es faible. Si tu veux que ce village survive, il doit m'accepter et accepter ma vision. Ce n'est pas avec des discours que l'on conquiert, mais avec des actes. Et je suis prêt à tout pour reprendre ce qui m'appartient. » Moussa, sans se laisser déstabiliser par les paroles acerbes de son frère, se tint droit. Ses mains tremblaient légèrement, mais son cœur était ferme. Il avait compris quelque chose que Idriss n'avait pas encore saisi. La véritable guerre n'était pas celle des armes, mais celle des cœurs. Et dans ce combat-là, la véritable victoire ne résidait pas dans la domination, mais dans le pardon. Moussa, avec une calme intensité, lui répond « Ce que tu ne comprends pas, Idriss, c'est que ton pouvoir ne repose pas sur la peur. Il repose sur la confiance et l'unité. Tu as détruit des vies, tu as semé la terreur, mais ce village n'appartient à personne. Il appartient à tous ceux qui y vivent, qui y croient. Et moi, je crois en la réconciliation. Si tu veux la guerre, je serai là pour te la rendre. Mais si tu veux changer, si tu veux reconstruire, je serai là aussi. » Le silence devint encore plus lourd. Les villageois observaient, et parmi eux, Binta, et sa tante, l'une des figures les plus respectées du village, fit un pas en avant. Elle s'adressa alors à Idriss, sa voix douce mais ferme, portant la sagesse des anciens. Binta s'adressa à son frère avec une voix pleine de sagesse. « Idriss, ton cœur est en colère, et ta colère te consume. Mais regarde autour de toi. Ce village, ces gens, ils ont souffert, mais ils sont prêts à se relever. La vengeance ne nous apportera pas la paix, elle n'apportera que plus de souffrance. Il est temps de choisir, continuer à semer la douleur, ou guérir ensemble. C'est toi qui décideras. » Idriss, d'un ton froid et calculateur, lui dit « Tu parles de guérison, Binta, mais tu oublies la réalité. La réconciliation n'est qu'un rêve. Je vais prendre ce qui m'est dû, et rien ne me fera reculer. » Moussa, prenant une grande inspiration, fit un dernier pas en avant. Il n'avait plus de place pour la peur, seulement pour la conviction. Il leva la main, non pas pour défendre son honneur, mais pour tendre une main vers son frère. Un geste simple, mais puissant. Moussa, les yeux plongés dans ceux d'Idriss, lui dit avec calme mais fermeté « Idriss, je n'attends pas que tu acceptes ma vision du monde tout de suite. Je sais que tu as souffert, et que la douleur guide tes actions. Mais je t'offre une chance. Une chance de réparer ce que tu as détruit, une chance de reconstruire non seulement ce village, mais toi-même. » Idriss resta un moment immobile, un mélange de doute et de défi dans le regard. La foule attendait, suspendue à ce fragile équilibre. Mais, au fond de lui, quelque chose commença à changer. La colère, bien qu'encore présente, semblait faiblir devant la ténacité de son frère. Pourtant, l'orgueil de son esprit ne le laissait pas encore céder complètement. Idriss dit avec une voix rauque, presque hésitante. « Et si je ne veux pas? Si je n'arrive pas à me débarrasser de cette haine qui m'habite depuis si longtemps ?» Moussa, avec un léger sourire, mais toujours sérieux, lui dit « Alors, Idriss, je te combattrai, non pas avec des armes, mais avec ma foi en la réconciliation. Tu peux me combattre, mais tu ne pourras pas combattre ce que nous sommes en train de devenir, ensemble. Le choix est entre tes mains. » Idriss ferma les yeux un instant. Le vent soufflait doucement, agitant les feuilles du grand baobab. Il ressentait, plus que jamais, l'immensité de la décision qui s'offrait à lui. Devait-il céder à la violence et au désir de revanche qui le ronge depuis tant d'années, ou pouvait-il enfin embrasser le chemin du pardon, aussi difficile qu'il fût? Idriss finalement, brisé, presque inaudible, dit « Je ne sais pas si je peux, Moussa. Je ne sais même pas par où commencer. » Moussa se tourna lentement, offrant une dernière chance. Il savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais il était prêt à l'emprunter.
Moussa, avec un sourire compatissant lui dit, commence par accepter ta part de souffrance, Idriss. Et ensuite, fais le premier pas vers nous. Ce village, nos ancêtres l'ont construit ensemble, et c'est ensemble que nous le reconstruirons. Le village retint son souffle. Idriss, les poings serrés, observa son frère. Il était sur le point de faire un choix qui changerait la trajectoire de son existence. Il ferma les yeux une dernière fois et, avec un souffle tremblant, il tendit lentement la main vers Moussa. Idriss dit d'une voix profonde, presque un murmure, « Je suis prêt ». Le silence se brisa. Les villageois, qui avaient observé cette confrontation avec la peur et l'espoir, laissèrent éclater un murmure de soulagement et d'approbation. Moussa et Idriss se tenaient désormais l'un à l'autre, unis non pas par la force, mais par le courage de se réconcilier. Quelques jours après son retour du sanctuaire du féticheur, Idriss, visiblement épuisé et affaibli, convoqua la famille dans la cour de leur grande maison. Le regard fuyant, il prit une longue inspiration, puis se lança, la voix brisée. « J'ai quelque chose à vous dire. Quand j'ai fui vers la forêt, ce n'était pas seulement pour fuir la honte. C'est là-haut, dans la colline, dans la solitude, que j'ai tout perdu. Ma femme, Aïcha, elle m'a suivi sans rien dire. Mais un soir, alors qu'elle cherchait de quoi faire du feu pour cuisiner, elle est tombée dans un ravin. Un silence pesant s'abattit. Idriss baissa la tête, des larmes roulant sur ses joues. J'ai crié. J'ai supplié les esprits de la ramener. Mais elle est partie. Et depuis ce jour, je ne dors plus. Ce que j'ai fait, ce que j'ai voulu faire à Moussa. Je croyais défendre ma place. Mais en vérité, j'ai tout détruit autour de moi. Ma femme n'est pas en voyage comme je vous l'ai fait croire, non, elle est morte. Binta, Moussa et Amadou échangèrent un regard troublé, tandis que tante Fatoumata priait à voix basse pour l'âme d'Aïcha. Le vent souffla dans les feuilles du fromager, comme pour accueillir cet aveu longtemps retenu. Les jours suivants, le vent soufflait doucement sur le village, une brise légère qui semblait souffler sur les cendres du passé. Après la confrontation entre Moussa et Idriss, un silence étrange s'était installé, à la fois lourd et apaisant. Ce fut un moment clé, un tournant pour tous les habitants. Le regard d'Idriss, auparavant empli de haine, avait changé. Le poids des années de violence semblait s'alourdir, mais en même temps, un espoir naissait. Les premiers jours de la réconciliation furent marqués par une série de petites victoires. Moussa et Idriss se retrouvèrent à travailler côte à côte, et pour la première fois depuis longtemps, ils parlaient. Ce ne furent pas des conversations simples, mais elles étaient nécessaires. Chaque mot était une brique, chaque silence, un pont tendu. Le village les regardait de loin, mais une nouvelle lumière se faisait jour. Le chef du village, Malik, un vieil homme sage et respecté, se rendit chez les Koné, apportant des herbes médicinales et des fruits pour la communauté. Sa sagesse était inestimable, et il savait que la guérison ne passerait pas uniquement par des paroles, mais par des actes. Malik dit en s'asseyant au bord du feu, « Ce n'est pas la guerre que nous menons, mais la guérison. Il y a une différence, mes fils. Les blessures de l'âme, de la terre et des cœurs ne se soignent pas avec des machettes, mais avec des gestes d'amour et de solidarité. » Idriss hocha la tête, conscient du poids de ses paroles. Il savait que le chemin serait semé d'embûches, mais il sentait qu'il n'était plus seul. Il commençait à voir ce que Moussa avait vu depuis le début. La vraie force ne résidait pas dans l'agression, mais dans la capacité à se relever ensemble, à se soutenir mutuellement. Idriss dit d'un ton plus doux, presque hésitant, « Je ne sais pas si je peux effacer tout ce que j'ai fait. La souffrance que j'ai causée, peut-on vraiment tout effacer ?» Moussa lui répondit avec un sourire calme et plein de compassion. « Tu n'effaces pas, Idriss. Tu guéris. Ce que nous avons fait dans le passé n'est pas oublié, mais tu peux choisir maintenant d'être un instrument de guérison. C'est tout ce que nous demandons. » Les jours passèrent, et lentement, la vie reprenait son cours dans le village. Les habitants, qui avaient été marqués par la guerre et la discorde des deux frères, commencèrent à être réconciliés. Les champs, de la famille Koné négligée et laissée à l'abandon, retrouvèrent peu à peu leur fertilité. Idriss, avec l'aide de Moussa et Amadou, supervisait la réorganisation des affaires familiales, tandis que les autres villageois se rassemblaient pour voir comment aider la famille Koné à travailler ensemble, main dans la main. Les premiers moments de solidarité furent un miracle en soi. Les familles, anciennes rivales, se retrouvaient désormais autour du même foyer, du même projet commun. Les jeunes, qui avaient vu leur village divisé, retrouvèrent une certaine innocence dans ces moments de réconciliation. Les rires des enfants résonnaient à nouveau, tandis que les anciens, assis autour du feu, racontaient des histoires, rappelant à tous la grandeur de leurs ancêtres. Mais cette paix naissante n'était pas sans obstacle. Certains des anciens alliés d'Idriss, déçus par sa décision de se réconcilier avec Moussa, murmurèrent des doutes.
Il ne croyait pas qu'un village puisse se réconcilier sur de tels compromis. Des tensions subsistaient en silence, comme des nuages noirs à l'horizon. Binta, avec une voix pleine de sagesse, intervint alors lors d'une cérémonie de réouverture des activités agricoles et commerciales de la famille Koné. Elle avait vu ces tensions naître, mais elle savait aussi que la seule voie possible pour avancer était celle de l'unité. Elle se leva, ses mains tremblantes mais fermes, et parla aux villageois réunis. Elle dit avec une voix forte, remplie d'autorité. Il y a ceux parmi nous qui pensent que la guerre est la seule voie de retour à la grandeur. Mais nous savons tous que la guerre ne laisse derrière elle que des ruines et des âmes brisées. Ceux qui vous disent de lutter pour ce qui vous appartient ne savent pas ce qu'est la véritable force. La vraie force est de créer un avenir pour nos enfants. La vraie force, c'est l'unité. Ces mots résonnèrent dans l'air comme un appel. Peu à peu, les murmures cessèrent. Même ceux qui avaient douté commencèrent à comprendre que la réconciliation, bien qu'imparfaite, était la seule voie possible. Et dans ce silence nouveau, un accord tacite fut scellé. L'avenir du village serait fondé sur les principes de pardon, de solidarité et de travail commun. Les semaines suivantes apportèrent des changements visibles. Non seulement les activités dans les maisons et dans les champs reprennent leur cours, mais les cœurs se guérissaient aussi. Idriss, qui avait été un homme arrogant et orgueilleux, s'entoura lentement d'une nouvelle famille. Il apprenait à écouter, à respecter les avis des autres, et peu à peu, il gagna le respect de ceux qu'il avait autrefois opprimés. Moussa, quant à lui, savait que tout cela était une victoire fragile. La paix retrouvée devait être entretenue jour après jour. Mais il voyait en Idriss un frère qui, bien que brisé, avait trouvé la force de se relever. Et c'était là, dans ce simple geste de réconciliation, que résidait la plus grande victoire. Moussa pensa à voix haute alors qu'il regardait le village retrouver son calme. La haine n'a pas détruit notre terre, Idriss. Elle a détruit nos cœurs. Ce n'est pas la terre qui était en ruine, c'étaient nos cœurs. Maintenant, il faut réparer les cœurs, un à un. Idriss lui répond avec un regard de gratitude. Je pensais que je devais être seul pour être fort. Mais je vois maintenant que la véritable force est dans l'unité. La famille est une richesse divine, c'est pourquoi elle est sacrée.